savoir nombreux à suivre ce journal, à la une de l'actualité, 8 blessés graves et une vingtaine de personnes interpellées sur le bilan de la police nationale congolaise sur la perquisition de différents sites du mouvement politico-religieux Boudou Di Mayala à Kinshasa. Cette opération de la police est consécutive aux propos incendiaires de Némoine Nsemi à l'endroit du pouvoir en place. Le chef spirituel de Bédem incite au soulèvement ses adeptes qui visiblement préparaient une insurrection dans la capitale congolaise. Fin de l'épidémie de la fièvre jaune en RDC, le docteur Oli Lunga Kalenga, ministre de la Santé publique, qui a déclaré officiellement la fin de cette maladie. Il a signifié que depuis le 28 juin 2016, aucun nouveau cas autochtone de la fièvre jaune n'a été recensé en RDC. Et en sport, le Paris Saint-Germain favori pour se qualifier au quart de finale de la Ligue des champions de football. Le PSG a marqué 4-0 face au Barcelone en huitième de finale aller de cette compétition. Une victoire écrasante pour ce club européen. Le calme est enfin revenu à Kinshasa, capitale congolaise, après les échauffourées entre les adeptes de Boudou Di Mayala et la police nationale congolaise lundi et mardi dernier. Ces échauffourées qui ont duré 2 jours ont éclaté dans l'après-midi du lundi autour de résidence du député Némoine Nsemi de ma campagne Ngalema et de celle de Ngiringiri. Tout est parti d'une attaque de militants de Boudou Di Mayala contre la population et les forces de l'ordre, une situation qui a troublé l'ordre public. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, avait annoncé dans la soirée une opération d'assaut de la police à la résidence de ma campagne où s'étaient retranchés les leaders de Boudou Di Mayala qui déjà étaient encerclés par les éléments de la police. D'après les bilans avancés par le porte-parole de la police, Pierrot Mwanamputu, au moins 9 personnes seraient blessées et 22 autres interpellées. Parmi les dégâts collatéraux, on compte également 2 jeeps de particuliers incendiés par les combattants. La police annonce aussi avoir saisi 5 armes. En outre, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Moussebe Koualikoulia, a dans un communiqué officiel condamné avec la dernière énergie, au nom du gouvernement, ces actes inciviques, criminels et terroristes qu'aucun État moderne et soucieux de droits fondamentaux humains ne peut tolérer. Une situation qui a paralysé les activités et causé de vives tensions dans ce coin de la capitale. La situation sécuritaire a été jugée sous contrôle dans toute l'étendue de la RDC en dépit de tensions liées à l'activisme des éléments de la milice de Kamina Sampo Kassai Central, mais aussi de partisans de la secte politico-religieuse de Boudou Di Mayala, ex-Boudou Dia Congo à Kinshasa. Ces 2 phénomènes ont été évoqués par le porte-parole militaire de la force onusienne, le colonel Ag Serge, au cours de la conférence de presse hebdomadaire. La MONUSCO reste cependant préoccupée par ce phénomène, a martelé le colonel Ag, qui a promis de tout mettre en place pour que le calme revienne à Kinshasa et dans les provinces. De son côté, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo, a réitéré le soutien de la force onusienne ensemble avec les partenaires de la CENI d'accompagner la CENI dans ce processus. Mamadou Diallo a ensuite salué les efforts de la CENI pour avoir franchi la barre de 13 millions d'électeurs enregistrés sur un total attendu de 40 millions. La situation humanitaire a été également abordée par Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies. La situation humanitaire a été également abordée par Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies. Florence Marshall a annoncé le lancement du plan humanitaire 2017-2019 ce vendredi 17 février par les communautés humanitaires et les autorités congolaises avec un appel de fonds de 748 millions de dollars américains. Cette somme servira à assurer en 2017 6,7 millions de personnes touchées. Cette somme servira à assister en 2017 6,7 millions de personnes touchées par la crise humanitaire complexe et prolongée en République démocratique du Congo. 13,5 millions d'électeurs ont été enrôlés par la CENI dans les 4 provinces dont l'Ituri, le Bazuélé, le Haut-Wélé et la Chopo. Un motif de satisfaction pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, qui l'a dit mardi 4 février à Kinshasa, dès son retour de ces provinces. Une réussite pour le président de la centrale électorale qui affirme s'en tenir à la date du décembre 2017 pour finir toutes les opérations d'enrôlement conformément à l'accord politique. Corneille Nangaa promet de poursuivre sa ronde dans les provinces de l'ouest du pays. Par ailleurs, la MONUSCO a annoncé au cours d'un café de presse organisé
à Kinshasa que sa contribution technique et financière au processus actuel de révision du fichier électoral a déjà atteint près de 98% de réalisation. Selon Mamadou Diallo, chef de l'action humanitaire de l'ONU RDC, cette contribution se poursuivra dans le cadre de la prorogation du mandat de l'ONU sur base des progrès réalisés sur le terrain. Pour ce, la mission onusienne a soumis un budget de 73 millions de dollars américains et a reçu l'approbation des Nations Unies. En attendant l'adoption de ce budget par l'ONU qui demande la publication du calendrier global de la CENI, la MONUSCO utilise ses ressources propres, a précisé Mamadou Diallo. La jeunesse congolaise consciente et diversifiée, réunie au sein du mouvement Il est temps, invite les acteurs politiques congolais à prendre leurs responsabilités devant la crise que traverse le pays. Dans une déclaration lue mardi 14 février à Kinshasa, son porte-parole Emmanuel Djamba a lancé un appel aux politiciens qui sont garants des institutions républicaines et aussi de la démocratie, la paix et le développement socio-économique de la RDC. Pour ce, quelques recommandations ont été faites à l'égard des acteurs qui gèrent la res publica. La jeunesse a appelé les participants au pourparlers de la CENCO à la prise de conscience face à la pauvreté de la population et à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. L'objectif étant l'organisation des élections pour une alternance apaisée. Elle a aussi appelé les acteurs qui freinent l'avancement des pourparlers de la CENCO pour des raisons de positionnement ministériel. À ce sujet, la jeunesse consciente a invité les politiciens à privilégier l'intérêt général qui est la nation. Elle a par ailleurs encouragé la CENCO à remettre le tablier et à rendre compte au peuple de l'évolution ou du blocage des négociations directes comme elle a toujours fait. La jeunesse a enfin invité les gouvernements de la République à sécuriser tout le pays et sa population, car sans sécurité, l'organisation des élections sera hypothéquée. Le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange-Numbi, et son collègue de l'urbanisme et habitat, Joseph Foukonyangi, ont effectué ce mercredi une tournée d'inspection sur 8 sites dans les communes de Lagombe et de Kintambo, en bravant la pluie matinale de ce jour. En ouverture de cette journée de travail, le premier site visité est l'immeuble situé juste au croisement des avenues transversales Ngouma et une autre parcelle située dans les alentours du rond-point Kintambo Magasin. Les deux parcelles appartenant à l'État sont occupées par des particuliers qui n'ont pas de titre, mais qui développent des activités marchandes et ayant érigé des habitations. Sur l'avenue Comité urbain dans la commune de Lagombe, une maison de l'État est presque spoliée. Les deux ministres ont constaté que cette parcelle appartenant à l'État n'est pas couverte par un titre de propriété. Sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, un particulier a même fait clôturer un terrain où une école avait été rasée. La situation foncière de cette parcelle est à vérifier comme celle d'autres parcelles visitées par la suite. Les avocats de la République se sont joints également à cette visite qui a conduit les deux ministres sur l'avenue de la Justice où ils ont visité des résidences à reverser dans le domaine privé de l'État et sur l'avenue Pumbu où ils ont constaté l'occupation d'une parcelle par un grand chantier établi régulièrement en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme. Les deux ministres ont achevé leur visite par le bâtiment Cercas où ils ont voulu se rendre compte de la mise en valeur d'un terrain clôturé depuis une dizaine d'années. Après ce périple, le ministre de l'Habitat a déploré le pillage immobilier des maisons de l'État, chose qui a emmené le ministre Kabange-Numbi à annoncer son engagement à délivrer les titres de propriété pour les parcelles de l'État et à vérifier la régularité des arrêtés de désaffectation pour les parcelles occupées par les particuliers. Je pense qu'il y a déjà des premières mesures qui sont en train d'être prises. C'est que nous sommes en train de préparer des titres de propriété pour l'État congolais. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que l'État qui est propriétaire n'a pas de titre de propriété. Et dans l'entretemps, il y a des réseaux mafieux qui se constituent et qui sont en train d'émettre des faux titres. Alors, c'était important d'être aux côtés du ministre ayant en charge l'urbanisme dans ses attributions, tout simplement parce que il y a des concessions pour lesquelles nous, sur l'historique justement de ces parcelles, nous n'avons pas de titre et les parcelles renseignent qu'elles appartenaient au Congo belge et que cela suppose que c'est le patrimoine de l'État, mais que sur terrain, il y a des propriétaires qui ont des faux certificats. Parce que c'est tout à fait normal que l'État puisse procéder à la désaffectation de certaines propriétés, mais cela doit suivre un processus.
La RDC a vaincu l'épidémie de la fièvre jaune sur toute l'étendue du pays. Cette confirmation a été donnée par le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga Kalenga. D'après le ministre, aucun nouveau cas autochtone de la maladie n'a été recensé depuis le 28 juin 2016. À en croire le ministre de la Santé publique, qui s'exprimait en présence du représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, le dernier cas de la fièvre jaune recensé à RDC date de plus de 6 mois. Cependant, Oli Ilunga a relevé que la RDC demeure un foyer à risque de l'épidémie de la fièvre jaune, d'où il a donc recommandé à toute la population congolaise et à toutes les équipes de santé à observer des mesures d'hygiène requises pour éviter la réapparition de la maladie dans le pays. Il s'agit notamment de couvrir tous les récipients d'eau et d'utiliser les moustiquaires. Retenez que le ministre de la Santé publique a vacciné plus de 14 millions de personnes contre la fièvre jaune. La Gambie ne quittera pas finalement la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a dit mardi 14 février le président Adama Barrow aux diplomates européens accrédités à Banjul. Et dans la foulée, son ministre des Affaires étrangères a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU. Le président gambien avait fait du retour de son pays à la CPI une promesse de la campagne. Il a donc confirmé en revenant sur une décision prise par son prédécesseur Yahya Jammeh. Mais pourquoi adresser une lettre à l'ONU et non directement à la CPI? C'est parce que l'ONU est garante de la plupart des traités internationaux, dont le fameux statut de Rome qui fixe les règles de la CPI. En novembre dernier, la Gambie avait adressé une lettre à l'ONU pour lui signifier son retrait de la CPI. La procédure était donc enclenchée, mais il sera facile d'y mettre un terme. Les règlements précisent qu'il faut 1 an après l'annonce de retrait pour se retirer effectivement du statut de Rome. Au-delà d'une année, la Gambie aurait dû tout recommencer à zéro, lancer un nouveau processus d'adhésion. Mais comme la décision n'a que quelques mois, le pays fait toujours partie de la CPI et une simple lettre suffit à entériner la décision du président Barrow. Cette décision n'est pas une surprise dans la mesure où elle démontre la volonté du nouveau dirigeant gambien à travailler davantage avec la communauté internationale et surtout d'effacer les années Jammeh qui voyaient dans la CPI un instrument de persécution envers les Africains, surtout leurs dirigeants. 4-0, c'est le score qui a sanctionné le match entre le Paris Saint-Germain et le Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions de football en Europe. Le Paris Saint-Germain s'offre toutes les chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions en Europe le 8 mars prochain en Espagne. Malgré les forfaits sur blessure de le capitaine Thiago Silva, les Parisiens se sont en effet montrés solides en défense, dominateurs au milieu de terrain et efficaces en attaque face à l'une des meilleures équipes du monde. Les 2 buts parisiens ont été marqués à la première mi-temps par Angel Di Maria à la 18e minute et Traxel à la 42e minute. À la 2e mi-temps, grâce à la fébrilité inhabituelle de la défense barcelonaise, Di Maria alourdit le score à la 56e minute. 3-0 pour les Paris Saint-Germain. C'est à la 72e minute que l'Uruguayen Cavani va enfoncer les clous. Servi dans la profondeur, l'attaquant parisien prolonge le calvaire des Ter Stegen d'une frappe croisée, ce qui fait 4-0. Un score définitif malgré le coup de tête d'Umtiti à bout portant à la 84e minute. Le ballon heurte le poteau en effet sans franchir la ligne de but. Ce large avantage devrait permettre aux Parisiens de se qualifier pour le quart de finale de la Ligue des Champions le 8 mars prochain lors du 8e de finale retour à Barcelone en Espagne. Nous vous rappelons les grands titres de ce soir. 8 blessés graves et une vingtaine de personnes interpellées sur le bilan de la police nationale congolaise sur la perquisition de différents sites du mouvement politico-religieux Boudou Di Mayala à Kinshasa. Cette opération de la police est consécutive aux propos incendiaires de Némoana Tsemi à l'endroit du pouvoir en place. Le chef spirituel de Bédem incite au soulèvement ses adeptes qui visiblement préparaient une insurrection dans la capitale congolaise. Fin de l'épidémie de la fièvre jaune en RDC, le docteur Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé publique, qui a déclaré officiellement la fin de cette maladie. Il a signifié que depuis le 28 juin 2016, aucun nouveau cas autochtone de la fièvre jaune n'a été recensé en RDC. Et en sport, le Paris Saint-Germain favori
pour se qualifier au quart de finale de la Ligue des champions de football. Le PSG a marqué 4-0 face au Barcelone en 8e de finale aller de cette compétition. Une victoire écrasante pour ce club européen. Ce journal est terminé. Bonne suite de programme sur BSC TV. L'actualité des médias est dominée ce mercredi 15 février 2017 par le bilan des accrochages entre les adeptes de Boudoudi Mayala, ex-Boudoudi à Congo, et la police nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Forum 2A s'écrit « Bilan de la perquisition de différents sites de Boudoudi Mayala à Kinshasa, 8 blessés graves et une vingtaine de personnes interpellées. 2 véhicules 4x4 appartenant aux particuliers ont été incendiés et une personne a été blessée par les adeptes du mouvement politico-religieux Boudoudi Mayala de Zakari Nemwanda Semi. Tel est le bilan provisoire fait par la police nationale congolaise cité par Radio Okapi après les échauffourées survenues hier mardi 14 février à Kinshasa entre les éléments de la PNC et les adeptes de BDM. Par ailleurs, poursuit Forum 2As, la même source rappelle que le bilan des 6 accrochages qui ont commencé le lundi 13 février dans la commune de Ngiringiri fait état de 22 personnes interpellées, 5 armes saisies et 8 personnes grièvement blessées. Cependant, des sources indépendantes ont parlé de 3 morts dans les rangs du Boudoudi Mayala et de 5 véhicules brûlés dans 2 jeeps de la police. À cela s'ajoutent d'importants autres dégâts matériels, mais aucune source officielle n'a confirmé ce bilan de sources indépendantes. Kinshasa, heurte entre forces de l'ordre et adeptes de BDM, plusieurs morts selon les témoins, écrit la radio Okapi. Elle rapporte les faits. Des heurts se sont poursuivis le mardi 14 février dans la matinée entre les forces de l'ordre et des militants de Boudoudi Mayala au quartier Macampagne à Kinshasa. Des témoins rapportent que les échauffourées ont causé des morts. En milieu de matinée, une dizaine de véhicules 4x4 de la police étaient stationnés sur l'avenue Betseke près du rond-point Sakombi à proximité du domicile de Nemwanda Semi. Un véhicule blindé de la police était placé à l'entrée de l'avenue Haute Tension située dans le même périmètre. À quelques mètres de là, un groupe de partisans du chef BDM montait une garde à côté du domicile de leur leader. Bâtons et pierres à la main, ils entonnaient des chants à sa gloire. Selon des témoins, les heurts ont commencé vers 5 h du matin lorsque les policiers ont tenté de dégager les adeptes de Boudoudi Mayala sur les avenues Betseke et Haute Tension qu'ils occupaient. Des témoins font état de 3 morts. Aucune source officielle n'avait encore établi le bilan jusque dans la mi-journée. Une opération de force de l'ordre avait été lancée sur cette villa encore en chantier, précise la radio onusienne. Et pour CongoVirtuel.net, le récidiviste Nemwanda Semi mérite la prison. Nemwanda Semi, président du parti politique dénommé Boudoudi Mayala et député national, a renoué avec ses pratiques violentes sous prétexte religieuse, écrit CongoVirtuel.net. Depuis quelques semaines, en effet, il fait parler de lui à travers ses adeptes, les fameux Makessa, soldats en langue manyanga, dont les affrontements avec les services de l'ordre public causent des morts à Kimpese, dans le Congo central et à présent à Kinshasa. Tout serait parti d'une divergence interne entre le gourou de Kimpese et l'un de ses partenaires, le secrétaire général du parti, qui a été nommé vice-ministre au sein du gouvernement de Sami Badibanga. Pour avoir participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine et battu campagne pour sa tenue, Nemwanda Semi n'aurait pas accepté le quota de vice-ministre réservé à sa formation politique, estimant qu'il ne correspond pas aux efforts qu'il aurait fournis. Ne l'entendant pas de cette oreille, les partisans du vice-ministre vont alors manifester leur protestation, ce qui va déboucher sur des affrontements entre les groupes. Obligé d'intervenir, la police a vu les attaques se retourner contre lui. Ce sont les partisans de Nemwanda Semi qui agissaient ainsi. Lui-même, Nemwanda Semi va confirmer ces attaques dans une vidéo qu'il montre quasiment en transe, racontant pêle-mêle que l'État lui doit 13 millions de dollars américains suivant une loi votée au Parlement après les événements de 2008 où ses adeptes drogués s'étaient aussi affrontés avec la police. Au passage de son hystérie, Nemwanda Semi appelle à chasser Kabila du pouvoir dans des propos bien au-delà de l'outrage pour un élu du peuple qu'il est. Nemwanda avait publié pratiquement les mêmes déclarations, la même publication de son mouvement, la revue Congo Dieto. Nemwanda tombe ainsi dans un cas de récidive
doublé d'une rébellion que la justice ne laissera certainement pas passer. En effet, la ministre de Némoana Semi agit aujourd'hui comme Bundu Dia Congo, un mouvement qui avait été dissous en 2008 suite à l'insurrection dont il s'était rendu coupable sous la direction de Némoana Semi. Pour cela donc, le député Némoana Semi doit subir la rigueur de la loi et répondre de ses forfaits devant la loi, et c'est là en procédure de flagrance. Pour un cas similaire, le député Ernest Kaviro, qui avait soutenu la rébellion à l'Est, avait été arrêté, jugé et condamné à une peine de prison conséquente qu'il a purgée. Némoana Semi, qui est donc un récidiviste, doit aussi subir la rigueur de la loi, conclut CongoVirtuel.net. Nous avons bouclé avec la prospérité qui note Etienne Tshisekedi, pas de dérive autour des obsèques. Des revendications de l'UDPS et de la famille biologique de Tshisekedi Wamulumba, telles qu'elles ont été présentées le lundi 13 février à Bruxelles, sont diversement interprétées. Kajepa Molobi, analyste pro-majorité, constate dans une nouvelle tribune de réflexion qu'elles n'ont pas été formulées sous forme de propositions, mais comme des exigences. On ne discute pas, on impose. Il fait observer également que certains parmi les proches du patriarche Etienne Tshisekedi vont jusqu'à brandir la menace de faire descendre en un claquement de doigts les masses populaires dans la rue si le pouvoir actuel ne reproduit pas ses exigences. En réalité, soutient-il, les gens préparent des émeutes, une espèce de baroud d'honneur avec des bandes de combattants invités en marge de ces obsèques à Kinshasa dans le dessein d'accomplir une telle mission aux accents scabreux. Dans cette même analyse, poursuit la prospérité, tire la sonnette d'alarme contre tout nouveau schéma consistant à tout casser et envahir les édifices publics dans la perspective d'une insurrection en règle. Et pourtant, Tshisekedi Wamulumba, en tant qu'ancien premier ministre de la RDC, mérite des hommages dignes et la reconnaissance de la nation. Et par conséquent, la bataille de poste ne doit nullement être mêlée à ses obsèques. À son avis, les affaires du Congo, quant à elles, doivent se régler dans la sérénité autour d'une table de négociation, loin de menaces et de la surchauffe des esprits. À son avis, les affaires du Congo, quant à elles, doivent se régler dans la sérénité autour d'une table de négociation, loin des menaces et de la surchauffe des esprits. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse.